Bonjour à tous et bienvenue. Après l'Arabie Saoudite hier, voilà une autre formation asiatique victorieuse d'un mastodonte mondial, le Japon, qui gagne 2-1 face à l'Allemagne. Alors évidemment, c'est un événement pour le football asiatique, mais est-ce réellement une surprise? Depuis des éditions et des éditions, surtout dans le cas du Japon qui fête sa 7e participation à la Coupe du Monde consécutive, on remarque qu'une fois sur deux, ils arrivent à sortir des poules. Et historiquement, on le dit souvent, la zone Asie est un peu éloignée des standards. Alors vous avez eu quelques exploits, notamment un peu du Japon qui était sorti des poules, on se rappelle de la Corée du Sud, voire quelquesufois des belles performances de l'Australie. Mais globalement, ça reste dans les poules et ça ne sort jamais des poules et ça prend parfois quelques roustes. Sauf que la mondialisation du football aidant, il suffit de regarder l'effectif, on l'a vu que ce soit pour l'Iran et également pour le Japon, il y a quelques éditions de la Coupe du Monde aujourd'hui, vous retrouvez la plupart des joueurs dans les plus grands championnats européens. Dans le cas japonais, c'est surtout en Allemagne où il y a une véritable filiation et une tradition de faire appel à des joueurs japonais, notamment dans les postes offensifs. Alors, il y a 20 ans, on se rappelle qu'il y avait très peu de pionniers japonais en Europe. On peut parler de Takahara, qui était notamment en Allemagne, de évidemment Hidetoshi Nakata, milieu de terrain absolument exceptionnel, qui a fait les beaux jours de Parme et de l'Inter, de Shunsuke Nakamura, la patte gauche magique, qui enflammait Celtic Park par des coups francs dont lui seul avait le secret. Koji Nakata, que les fans de Marseille ont connu, alors peut-être pas de très grands souvenirs, mais à Bâle, il avait quand même fait des véritables saisons, où si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi Ono à Feyenoord. Et d'année en année, on a eu de plus une internationalisation globale du football qui a également englobé le continent asiatique et de fait les joueurs japonais. Regardez le mondial 2018, c'était un peu la dernière du capitaine ACB, mais surtout des deux petites merveilles, Honda et Kagawa. Là, dans cette curvée 2022, on retrouve quoi? On retrouve encore un peu cette ancienne génération, incarnée notamment en défense par Sakai, par Nagatomo, par le capitaine Yoshida, qui je crois, si je ne dis pas de bêtises, est à Schalke aujourd'hui, après avoir fait les beaux jours de Southampton. Donc on voit que derrière, c'est quand même très expérimenté. Pareil pour les trois gardiens, qui sont tous trentenaires. Mais dans le reste, il y a pas mal de jeunes. Alors, souvent on pense à Kubo parce qu'il avait rejoint le Real Madrid très jeune, avec quelques prêts qui n'ont pas spécialement bien marché comme un Villarreal, genre de la Sociedad. Il n'a pas été exceptionnel, il a été sorti à la mi-temps d'ailleurs face à l'Allemagne. Mais vous avez plein de joueurs aujourd'hui qui évoluent en Espagne, surtout en Allemagne, je dis c'est l'écrasante majorité. On a également des éléments en France, on peut penser de Ito à Reims, qui a d'ailleurs été plutôt une bonne pioche du stade de Reims à ce niveau-là. On a quelques-uns en Écosse, que le Celtic a fait un pari depuis qu'ils ont pris un entraîneur justement qui évoluait dans ces divisions asiatiques, c'est-à-dire un Australien. Il y a plusieurs Japonais, il y en a un nouveau qui vient de signer, il n'y en a qu'un seul qui a fait le cut final. Mais donc on voit des joueurs en Écosse, un peu en Angleterre, surtout en Allemagne, en Espagne, en Belgique, par l'intermédiaire du club de Saint-Tron, qui est une propriété japonaise, en France et également au Portugal. Donc aujourd'hui une internationalisation globale, même si c'est vrai que défensivement c'est un peu plus compliqué. Alors bien sûr, les espoirs reposent sur Tomiyasu, qui était sur le banc aujourd'hui, qui joue à Arsenal, mais globalement si vous voyez sur le milieu de terrain et en attaque, quasiment tous ils sont hors du pays et ils sont même demandés, ils vont dans des bons clubs et ils font des véritables saisons. Et évidemment il y a un profil un petit peu particulier. On remarque que le Japon a beaucoup de dribbleurs, beaucoup d'artistes, c'est capable de jouer très très vite, ça déséquilibre. Alors certes sur les phases arrêtées, ça a peut-être manqué de taille, ça a peut-être manqué un peu de puissance. On a vu chaque coup de pied arrêté allemand, c'était compliqué, même pour défendre. Mais c'est pour ça que la stratégie de la première période, à l'instar du Qatar et de l'Iran, elle n'est pas adaptée à ces nations asiatiques-là qui ont souvent des joueurs très talentueux offensivement, notamment l'Iran. C'est pareil pour le Japon. On parque le bus face à l'Allemagne en première période, en espérant en prendre le moins possible. Bon, chance au Japon, il n'y a que 1-0 à la mi-temps, parce que Gonda a été quand même miraculeux dans la cage. Deuxième période, alors oui, tu prends des risques et l'Allemagne aurait dû tuer le match depuis très 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 longtemps, on est d'accord. Mais tu as un super gardien. Et toi, de ton côté, tu te crées des vraies occasions. Neuer fait aussi une parade absolument exceptionnelle. Mais tu as enfin joué à ton foot. Un football qui est quelque part pas du tout stéréotypé. Le Japon, quand il joue, il y a un côté, je vais pas dire foot de rue, mais pas loin. C'est des dribbleurs. Il y a un côté très instinctif. Il y a un côté petite combinaison. Il y a un côté très plaisant qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir ici et là. Et en fait, c'est évidemment la mondialisation qui a beaucoup aidé parce que ces joueurs qui ont été formés, qui maintenant ont fait leur formation au Japon, mais qui ensuite se sont parfaits en Europe et qui ont résisté, sachant qu'au début c'était des attractions, c'était pas toujours facile, notamment l'adaptation culturelle. Rappelez-vous de Matsu Oman. Alors Matsu Oman, ça date. À l'époque, il y avait je ne sais combien de journalistes japonais qui venaient parce que c'était un événement. Aujourd'hui, c'est plus un événement, c'est normal de voir des joueurs japonais en Europe et réussir. Mais déjà, même à l'époque, quand on parlait des pionniers, c'était que des joueurs d'impact, c'était que des joueurs esthètes. Rappelez-vous Nakamura, Nakata, même Takahara. Et il y a ceux qui ont joué à PES, etc., qui vont se souvenir, vu que certains avaient des stats absolument délirantes. Mais pour les anciens de la Serie A, pour les anciens qui regardaient le championnat aussi un peu écossais et tout ça, même la Ligue des Champions, tu te souviens de ces quelques joueurs japonais parce qu'il y avait toujours quelque chose. Là, aujourd'hui, tu as une énorme jeune génération
Parce qu'attention, hein, là attention, vous allez voir les prochaines années, parce que pareil, on a testé beaucoup d'autres jeunes, etc. Et la liste, elle a été très très compliquée à faire. Elle a suscité d'énormes critiques au pays parce qu'il y avait un casse-tête terrible. Parce qu'aujourd'hui, le Japon, dans les phases en poste offensif et au milieu de terrain, ils ont un choix absolument incroyable. Donc c'est pour ça. Est-ce vraiment une surprise? Oui, comme l'Argentine, l'Allemagne aurait pu tuer le match, mais ils l'ont pas fait. 2 fois de suite. Est-ce que le Japon a joué en victime la deuxième période? Non. Est-ce qu'ils ont mis en difficulté l'Allemagne? Oui. Est-ce que c'est une surprise? Non. 7e participation de suite au mondial. Et on le répète, la zone Asie, on en parle peut-être moins parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière géographique, c'est quand même très loin. Puis c'est compliqué, il y a tellement de zones entre le Moyen-Orient, l'Asie mineure, l'Asie du Sud-Est, etc. Des fois, c'est pas très clair. Mais je peux vous assurer qu'en Asie, on progresse et on progresse. Les qualifications, elles sont très compliquées. Et l'Australie, qui avant était vue comme le grand, aujourd'hui, l'Australie est en dessous et bien inférieure, on l'a vu d'ailleurs dans les qualifications, à la Corée du Sud, au Japon, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite et peut-être même au Qatar. Donc à voir ce que vont faire les Nippons bientôt. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Je mets quelques liens également pour ceux qui s'intéressent au football japonais, de personnes qui le suivent au quotidien, qui sont bien plus expertes que moi. Mais néanmoins, pour quelqu'un qui suit toujours les qualifications en Asie, ça fait un petit peu plaisir. On se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt, équipe de Faith.